Premier vestiaire du printemps, Mathieu. Enfin! Et on se gâte parce qu'on va parler sport local avec Seb Bouchard. On a envoyé nos 2 meilleurs à Drummondville. Ça coûte cher. Mais ça vaut à peine. On va parler aussi du grand rendez-vous de la santé avec Philippe Dufour. Sinon, Chasse et pêche, on parle du salon de la chasse et pêche à Québec. vraiment intéressant avec FX. Sinon, ben, sport majeur. Hockey, football. Ouais, ça me va. Bon vestiaire à tout le monde. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Mathieu, sport local, et non le moindre, on a envoyé nos meilleurs à Drummondville. L'équipe A. C'est-à-dire toi et Eric, pour justement voir le combat de Sébastien Bouchard. Ça s'est passé comment? Ben, premièrement, quel combat. Ouais. C'était une belle soirée de boxe. Ben, c'est ça En que j'allais général, dire. là, Commence par le début. C'était comment une belle l'ambiance? soirée de boxe. C'était à Drummondville. C'était Ouais. samedi le 23 mai dernier, 23 mars dernier, excuse-moi, à Drummondville. Écoute, vraiment, c'était une belle soirée de boxe. Il y a eu plusieurs combats. Des fois, c'était pas tous des combats spectaculaires, mais il y a eu beaucoup de combats intéressants, je te dirais. Et évidemment, on va parler du combat qui nous intéresse, Ben notre oui, la natif finale. de Baie-Saint-Paul. Malheureusement, on n'a pas le choix de le dire, c'est une défaite pour Butch, mais tu sais, Décision unanime des juges, là, mais à t'avoir très serré, écouté, mais c'est ça. serré. C'est une décision qui fait mal, mais c'est pas une défaite crève-cœur, oui, Oui. pour lui, mais c'est pas une volée. Là. Ah non, honnêtement, il a très bien paru. Mon avis à moi, si ça avait été un combat de 12 rounds, il gagne. Il allait Ouais. gagner. Parce qu'il faut dire, ce combat était un peu compliqué. Les 3 premiers rounds, ça a été difficile de partir. Les 3 premiers rounds ont été vraiment à l'avantage de Jean-Michel Poulain, son adversaire. On dirait qu'il avait de la misère à placer ses coups. Il était pas capable de l'atteindre comme il faut. Mais à partir du 4e round, là, il s'est passé quelque chose. Puis il a vraiment été... Et en français, il a embarqué dans le combat. Il a été incisif. Écoute, il a touché à plusieurs reprises. Je pense qu'il a fait mal à son adversaire aussi. Ouais. Puis au final, les juges ont donné la victoire à Jean-Michel Poulain. Je te lance la question. Tu étais sur place. C'est sûr que tout de suite après, il faut que la poussière retombe, mais tu penses-tu que c'était le dernier combat de Butch? Écoute, nous, on a parlé à Sébastien Bouchard après. C'est un Sébastien Bouchard qui était vraiment là, était brûlé. Ben, En bon français, ouais, tu sais, il venait de combattre, très gros combat. Il y avait le camp d'entraînement qu'il venait de subir. Donc, tu sais, c'est sûr que j'ai posé la question. Combat revanche. J'ai posé aux 3, au promoteur, à l'adversaire de Sébastien Bouchard, parce que c'était tellement un bon combat. Faudrait Hey, en revivre ça. passant, vous allez voir dans le reportage, là, mais les deux sont... C'est quasiment 2 gars pareils. C'est 2 gentlemen qui Ouais. s'affrontaient. Ouais. Puis les gars, en plus, quand on leur parle, ils ne sortent pas de clichés. Ils sont vraiment intéressants, sont intelligents, sont pertinents. C'est des têtes de boxe incroyables. Ah, absolument. Puis, Donc, c'est ça. reportage que tu nous as concocté, c'est qui qu'on va voir dans le reportage? Donc, on a Sébastien Bouchard, on a Jean-Michel Poulain, son adversaire, et on a Yann Pellerin, qui était le promoteur de New Era Promotion. Lui, ce qu'il veut faire, c'est vraiment faire de la boxe en région. Bravo. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant, puis on a On s'en reparle. des images à ce sujet. Ma mission, c'est que je me suis aperçu au cours des années que les 2 gros promoteurs s'étaient enfermés au casino en avant de 500 personnes. Et puis que quand ils arrivaient dans les gros centres pour faire des gros galas, il n'y avait pas de monde. Ben, c'est normal, il faut que tu ailles cultiver un peu en région ta clientèle. Il faut que tu sortes des boxeurs locaux qui vont devenir des vedettes dans leur région. Puis qu'après ça, quand tu vas faire des gros shows, à Place Belle, au Centre Bell, Centre Vidéotron, là, le monde va suivre. Ils vont venir voir leurs vedettes locales qui se battent dans un gros centre. Puis c'est ça qui va ramener les grosses foules. J'ai plein de respect pour les boxeurs de l'extérieur. Je suis 13-2, j'ai affronté, je pense, 7 Mexicains, genre, depuis le début en boxe. Ils viennent se battre, mais c'est pas ça qui remplit les estrades. Puis le monde ici, ils sont tannés de payer puis pas voir qu'est-ce qu'ils veulent. Fait qu'on essaye de leur donner ce qu'ils veulent. 3 losses and 1 draw. De Baie-Saint-Paul, Québec, Sébastien Bouchard. Son adversaire dans le coin rouge, Jean-Michel The Octopus Poulain. Tu sais, Jean-Michel, on s'en est parlé dans le ring après, tu sais,
c'est tellement une bonne personne. Puis moi aussi, il dit, Butch, il dit, tu m'as fait vivre quelque chose de spécial. Il dit, avant le combat, il dit, j'étais pas capable de me minder. Il dit, c'est comme si j'allais faire un sparring. Puis moi, j'étais de l'autre côté, mais coach, ça va-tu? Oui, mais on avait pas, les deux, on avait comme pas le feu. Jusqu'au temps qu'on se pince, là, mais c'était spécial comme feeling avant le combat. Puis, Lève tes mains, Jimmy! Déjà d'avance, il y avait beaucoup de respect entre nous, aux conférences de presse et tout, mais on s'est croisés à l'hôtel, puis j'étais avec ma copine, il était avec son équipe, puis tu sais, là, on n'a pas à s'envoyer chier, ça donne à rien. On le sait qu'on est des fighters, il y a 130 combats au moins, je pense amateurs plus professionnels. Puis, tu sais, moi aussi, j'avais 70 combats. On a 200 combats ensemble, on est habitué d'être entre les câbles. Fait qu'on va switch on entre les câbles, mais c'était un feeling bizarre. Tu sais, des fois, d'avoir un petit peu de « je vais faire mal », on l'avait pas. Puis il me l'a dit après, Chris, j'étais comme off dans le vestiaire, j'avais pas ce feeling-là. Mais tu sais, on s'entend qu'on s'est battu, là. On a fait une guerre. Mais tu sais, c'est genre... J'étais comme... Je parlais avec ma blonde hier, puis après, je parlais avec mon équipe. Je disais, man, c'est le genre de gars, Chris, je veux l'inviter à souper. J'ai goût de dire comme... Il m'inspire confiance. Je suis comme tabarnak, c'est weird! On a toujours dit toute ma carrière, j'étais un slow starter. Puis je décolle encore au 4e round. J'ai commencé à être long avant que j'embarque dans le momentum et tout. C'est ça. Écoute, j'ai me manqué un round. On l'a vu, le scoring, il manquait 1 ou 2 rounds. C'était un combat serré. Sincèrement, je crois que j'ai fait beaucoup plus mal que lui m'a fait mal parce que j'ai fait mal beaucoup au corps. Il me l'a dit après le combat, là, je l'ai détruit au corps à plusieurs reprises. Je pense que Sébastien est arrivé avec un plan de match aussi différent que je m'attendais. Il travaillait en counter-puncher au début, puis il frappait vraiment fort. Ça m'a surpris. Genre, tu sais, je l'ai vu boxer dans les combats, puis j'ai jamais eu cette impression-là. Puis là, je pense qu'il s'était préparé d'une certaine manière, puis tu sais, ça m'a obligé à le respecter, puis ça m'a empêché de travailler autant en combinaison que je voulais. On voulait le saisir, le filer. On pensait peut-être être capable de le battre à cette distance-là. Puis à un moment donné, on a vu qu'il manquait toujours un pouce. On appelle ça X arrière en boxe. Toute fois que j'y allais, il réussissait à faire son X arrière. Il me manquait toujours quelques pouces. Fait que là, on a dit qu'il va falloir mettre de la pression offensive. Qu'est-ce que j'ai fait le reste du combat? Ça, c'est ce que j'ai fait toute ma carrière. Je suis bon là-dedans avec les gars. On avait une stratégie. On avait dit que la stratégie ne marche pas au 4e. On s'est donné 4 rounds. J'ai voulu y aller dans le vieux Thibaut, le vieux Sébastien rentrant dedans. Fait que à la fin, je trouvais ça un petit peu plus dur parce qu'on n'était pas préparé physiquement à aller là. Mais c'est ça. Écoute, très déçu, un goût amer. Mais je n'aurais pas ma ceinture, mais les gens vont avoir un bon spectacle. Est-ce que tu commençais à manquer de gaz? On dirait qu'une année, tu tombes sur un cruise control. Au 6e round, mon coach m'avait dit, c'est moi qui t'ai supposé le coller ton round-off, mais j'ai pris un round-off à un moment donné, puis j'ai vu Sébastien arriver enragé, prêt. J'ai vu son body language, qu'il s'en venait pour se battre. Puis là, j'ai accepté de perdre le round. J'ai travaillé pareil en fin de round, mais au début, je vais dire qu'il va s'épuiser, puis je vais essayer de le pogner, de le pincer en counter-punch une fois, il fait mal. Je vais pas essayer de le outboxer ce round-là. Fait que j'ai pris peut-être, je pense que c'est le 6e, j'ai pris un round off. Puis après ça, j'ai surmonté. Puis non, ça allait bien. Je me sentais pas plus fatigué au 10e. J'avais des jambes encore, puis j'étais prêt à performer un autre round. Je suis content, soulagé. Je veux dire, je vis la pression de. Si je perds, on va dire que je suis vieux, que j'ai 41 ans, que je finis. Fait que, c'est comme toute une pression que je me mets indirectement, puis que je sais que c'est ça la réalité, que genre, je vais me faire dire, même si je fais un bon combat contre un bon adversaire comme Sébastien Bouchard, si je perds, on va dire que je finis. Fait que c'est comme tout le temps cette pression-là.
Fait que, tu sais, je suis comme obligé de performer. Faut que je sois fier parce que c'est quand même mon premier 10 rounds. J'avais jamais fait de 10 rounds. Mon combat de championnat d'avant, je l'avais arrêté au 7e round. Donc, c'était mon premier 10 rounds complet. Fait que, ouais, je suis fier de ça. Mais j'adore Butch, puis écoute, la première fois que j'ai dit dans le vestiaire, c'est écoute, je sais pas s'il t'en reste encore, mais moi, je peux t'en donner si t'en veux encore. On va décanter tout ça avec mon équipe. Là, 2 défaites de suite. On a un goût très amer. Honnêtement, ça a été mon camp d'entraînement, un des camps d'entraînement les plus difficiles de ma carrière. Les blessures, les enfants. Moi, j'ai 3 jeunes enfants, on se réveillait toutes les nuits. De jumeler tout ça, ça a été très, très dur. On l'a fait, je me suis blessé dans les épaules. J'ai des vieilles blessures depuis des années dans les épaules. Là, ça ressort tout le temps dans les fins de combat. C'est un entraînement très dur, mais écoute, on va voir ce qu'on s'en va avec ça, puis on voit la suite. Merci et félicitations. Merci à vous autres, les gars. Merci d'être venus. Je veux pas dire que je suis jaloux, là. Je suis jaloux un peu. Écoute, petite anecdote, là, juste te parler à quel point le combat était féroce. Là. Après le combat, on attendait ce Butch pour l'interviewer, puis on jette un coup d'œil dans le vestiaire, il t'arrête de se faire au coup de l'arcade. Ah non, mais tu vois dans les images que ça a été un combat de tranchées. On s'est donné une solide volée d'un part et de l'autre. Les deux sont amochés. Je veux saluer les propos de son adversaire qui était sensé, honnête et transparent. Absolument. Mais je veux surtout te parler de quelque chose que moi j'adore, c'est le promoteur. Yann Pellerin. Vraiment. Je pense que ça fait du bien depuis avoir, Eye of the Tiger ou Groupe Yvon Michel, des grosses cartes qui ne sont pas nécessairement accessibles pour monsieur, madame, tout le monde en termes de prix. Écoute, je te lance mon fantasme de boxe. Ouais, ça serait le fun. Merci de préciser. Non, les autres, je ne peux pas, malheureusement. Mais ça serait vraiment intéressant que, justement, un Yann Pellerin fasse une carte ici pour peut-être la retraite de Sébastien Bouchard chez eux. On a un aréna qui a été revampé, qui n'est pas gênant. Je pense qu'on juste ça. Qu'on peut accueillir quelque chose. On va avoir de la lutte, mais on pourrait avoir le dernier gala de Seb avec son monde. Je pense que ça lui ferait du bien à lui, puis ça ferait du bien à tout le monde qui a toujours voulu y aller, mais que c'était pas nécessairement facile et accessible. Absolument. Puis tu as entendu aussi durant le combat, la salle était quand même divisée. Ouais. Tu sais, c'était pas juste des poulains, c'était Bouchard, poulet, des fois, les deux en même temps se relançaient. Donc, c'est vraiment sûr intéressant que comme je pense ambiance. Que ça serait juste d'un bord. Puis ça nous ramène à une chose, des boxeurs locaux. Ouais. Souvent, là, oui, il y a moins de boxeurs au Canada. Mettons au Mexique, c'est un sport national. Il y en a plein des boxeurs là-bas. Tu as souvent des cartes, c'est un Québécois, un Mexicain, puis c'est rien contre les Mexicains, on s'entend, là. Mais des boxeurs locaux, vraiment, c'est plus vendeur. Ça donne une saveur locale. Les gens sont plus impliqués émotivement, puis on le sent. Moi, contre toi au gala, ça serait fou. Ah, écoute, ça serait pas on lance ça dans les pas airs. spectaculaire, mais ça merci beaucoup, Mathieu. Merci, Eric, aussi, pour les images. C'était vraiment impeccable. Vraiment, chapeau, Eric, qui a fait des superbes images. Merci, Matt. Dimanche, le 19 mai prochain, aura lieu la 48e édition du Rendez-vous de la santé. Pour en parler, Philippe Dufour avec nous. Bonjour, Philippe. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça va bien? Ça va très bien Très toi-même. bien. Super, Bienvenue au merci. vestiaire. Merci beaucoup, c'est gentil. T'es rendu toujours un un plaisir. habitué, hein? Oui, toujours un plaisir de venir vous voir, messieurs. Bientôt un VIP. Hey, écoute, avant de préparer l'entrevue, on s'est dit 48e édition, c'est quand même non négligeable. On avait de la misère à y Impressionnant, croire. hein? Ah, c'est une course dans le monde de l'athlétisme, dans le monde de la course au Québec qui s'en vient très connue, là, qui est sur la map depuis plusieurs années, comme vous le voyez, 48e édition de la course, en effet. Est-ce que c'est toujours aussi stressant en termes de préparation ou vous êtes quand même pas mal rodé? On est pas mal rodé, je vous dirais, mais évidemment, il y a plusieurs éléments qui viennent en ligne de compte. Aussitôt qu'on fait des événements à l'extérieur, il y a toujours l'aspect météo là, qui vient jouer beaucoup. Mais non, on a une organisation là, qui va super bien année après année. On a une belle participation des gens, puis l'organisation va super bien jusqu'à maintenant. Par l'organisation, parle-nous un peu des activités qui vont avoir lieu durant la journée. Bien, lors du rendez-vous, c'est une journée complète. Écoutez, on a différentes distances qui sont disponibles, là, notamment le 500 mètres, le 1 km, le 5 km, le 10 km.
On a autant les événements de course que de marche, hein, on le sait. Les gens, des fois, posent beaucoup la question. On a des événements au niveau de la marche qui est non chronométré. Donc, c'est possible pour tout type d'athlète, qu'on soit débutant, qu'on soit avancé, qu'on veut seulement se mettre en forme, qu'on veut seulement faire une promenade en famille, etc. C'est vraiment ouvert à tous. Là. Normalement, on a une belle journée, plusieurs événements, des remises de prix. On va avoir une nouvelle façon de procéder pour notre arrivée cette année. Donc, le site d'arrivée sera repensé cette année. Okay. On aura différentes choses qui seront offertes, des nouveautés là, qui seront à l'édition de cette année. Est-ce qu'on est encore à l'étape de la prévente? Présentement, ou ça achève? Là? Bien, en ce moment, c'est ça, exact. On est en pré-vente. Dans le fond, jusqu'à 2 semaines de l'événement, les billets puis les inscriptions sont disponibles là, sur notre site web. On invite les gens à y aller immédiatement. On le sait, là, dans le monde de la course, on a besoin de préparer les inscriptions au niveau des puces électroniques pour pouvoir suivre les gens sur la course. Évidemment, il y aura possibilité de s'inscrire la journée même, mais on conseille vraiment aux gens de s'inscrire à l'avance. Vous allez être sûr d'avoir votre place, d'avoir votre dossard, votre numéro, votre puce. La journée même, les places sont limitées. Oui, j'imagine. Fait que si on veut être non chronométré, il faut y aller dernière minute. C'est notre avantage. Est-ce que tu as un nombre de personnes jusqu'à maintenant ou un objectif que tu vises? Nous, on vise entre 600 et 700 personnes. On serait contents. On veut amener l'événement à ce niveau-là. La course au Québec est en grande progression. Le sport on le voit là, avec les événements un petit peu partout là, qui poussent à travers le Québec. L'an passé, on était à environ 450 personnes. On serait content d'atteindre un 700 cette année. OK, c'est quand même des grandes ambitions, là. Ben écoute, 700 personnes, on a-tu déjà vu ça, Baie-Saint-Paul? Ou dans les plus grandes éditions, oui, là, on regarde, ça fait quand même quelques années, on était autour de 600-650 participants là, dans les plus grosses éditions. C'est sûr qu'il y a la météo, là, en bout de ligne, là, nous, on court juste au sec, en passant. Au sec, quand il fait beau, s'il n'y a pas de vent. Puis, j'imagine que c'est ça, il y a des fonds qui sont amassés, mais ils vont quelque part aussi, ces fonds-là. Oui, dans le fond, on a une partie des fonds qui seront remis. Comme à chaque année, on a une collaboration, nous, avec l'École Forget, le club de course de l'École Forget, qui bénéficie d'une rétribution d'une partie de ce qui est amassé au niveau des inscriptions. L'argent va au club de course de l'école, donc pour acheter différents équipements et payer différentes activités pour encourager la pratique d'activités sportives chez les élèves. Mais au-delà d'amasser des fonds, je pense qu'il y a quand même une mission, on va dire, sociale, qui est vraiment d'inciter les gens à bouger. Sociale, communautaire, santé, c'est vraiment le but et l'objectif de cet événement-là, le rendez-vous de la santé. On veut que les gens sortent, on veut que les gens aillent à l'extérieur, viennent jouer dehors avec nous autres, on veut que les gens bougent. Évidemment, les saines habitudes de vie est important, on en fait la promotion. Au niveau de la ville aussi, on est très important pour nous, tout ce qui est développement durable. Hein? Donc, l'événement qui promouvoit beaucoup ces valeurs-là, puis on veut que les gens en famille puissent commencer à participer ou continuer à pratiquer l'activité sportive là, et les saines habitudes de vie. Mais c'est quand même un sport qui est accessible. Oui, accessible, qui ne coûte pas trop cher, on s'entend. Surtout pour peut-être des petites distances comme ça. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'avoir une paire de running à 500$. Tu n'as pas d'horaire fixe, tu n'as pas de match mettons, à telle heure, telle journée. Exact. Puis... C'est un sport qui demande très peu de préparation dans ta journée. Là. On veut aller courir, on veut aller marcher. On sort, on n'a pas 1 heure de préparation à faire, des équipements à préparer, à prendre la voiture, à sortir. Exact. On sort, on court, on marche. On revient, on peut 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. C'est quelque chose qui est accessible à tous. Mais comme toi, comme directeur des loisirs à Baie-Saint-Paul, tu te fais vraiment un devoir, je pense, de mettre de l'avant des opportunités d'activité physique pour les jeunes pour promouvoir les saines habitudes de vie. Ah oui, c'est super important. Nous, c'est une mission qu'on a au sein de notre service, que ce soit au niveau de notre programmation d'activité puis des offres qu'on a au niveau de nos différents bâtiments. Plus on atteint de gens, plus notre mission est remplie. Puis évidemment, pour un événement de la sorte, on va chercher plusieurs clientèles. On va chercher différents groupes d'âge. On va chercher des enfants jusqu'aux personnes plus âgées. Passe par les familles, les nouveaux arrivants. C'est accessible à tous. C'est abordable. Donc, on invite les gens à venir participer. Si c'est pour découvrir ce sport-là ou pour tout simplement continuer à le pratiquer. Ouais, puis on reconnaît le grand sportif en lui. Hein? Mais pour vrai, je ne sais pas, je vais lancer le pot, le bouquet, mais peu importe. Comment tu trouves la santé du sport dans Charlevoix? Je dirais même à Baie-Saint-Paul, j'ai l'impression que ça va très bien, puis peut-être mieux que depuis quelques années. Je ne sais pas si ça coïncide avec l'aréna de Baie-Saint-Paul qui a fait peau neuve. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'activités, d'offres un peu partout. As-tu le même sentiment aussi? Ou? Ben, j'ai l'impression que la pandémie y est aussi pour beaucoup, là, dans le sens où les gens ont été beaucoup enfermés. On a perdu des acquis qu'on avait depuis plusieurs années, qu'on pensait qu'on allait pouvoir garder puis continuer. Les gens
nécessairement allumé là-dessus, là, sur certaines pratiques qu'on avait qui n'étaient pas nécessairement garanties dans le temps. Puis depuis qu'on a un retour, qu'on a le droit, qu'on peut se voir, qu'on peut continuer à s'entraîner, je pense que les gens, on le sent beaucoup là, dans la communauté, les gens avaient hâte, puis les gens participent énormément. Hein. C'est un travail de longue haleine aussi. Je pense que depuis des années, on fait la promotion des saines habitudes de vie, puis là, ça commence à Puis même le vestiaire aussi. Parce qu'on est nous, c'est un peu grâce à vous autres, monsieur. Écoute, je voulais pas... merci. T'es officiellement notre chouchou. Écoute, avant de te laisser partir, j'imagine qu'il y a toujours un besoin quand même important de bénévoles pour des événements comme ça. On est chanceux, on a un super comité organisateur à chaque année. Là, je vais quand même prendre le temps de les nommer. Là, cette année, on a Alexandre Henry, Alexis Froment, David Nash-Fréchette, David Savard-Gagnon, Marlène Côté, qui est notre coordonnatrice cette année. Qui a un bon bagage, un très bon bagage. Certains la connaissent, ancienne directrice générale des événements Hurricana, qui a pris la coordination de l'événement cette année. Donc, on a une super équipe qui s'occupe de l'organisation de l'événement cette année. Évidemment, on a énormément besoin au niveau des bénévoles. On les prend. Allez sur notre site web, les informations sont là. S'il y en a qui veulent s'impliquer au niveau du bénévolat, on a besoin de signaleurs. La journée même, on a de la distribution de nourriture, la distribution de dossards, des inscriptions. On a toutes sortes de choses qui peuvent convenir aux gens qui voudraient s'impliquer. Puis on est toujours à la recherche de bénévoles. Et aussi d'athlètes. Oui, des athlètes, allez vous inscrire. On a une grosse participation. Philippe Dufault, un gros merci, puis on te souhaite bon succès, puis on souhaite surtout que Dame Nature collabore pour cette année, puis 700 coureurs, ça serait le fun. C'est un bel objectif, je suis sûr qu'on peut l'atteindre cette année. Merci Philippe. Merci messieurs. En fin de semaine, avait lieu le salon Chasse et Pêche à Québec. Avec nous, François-Xavier Thibault pour en parler. Salut FX. Salut les gars. Ça ressemble à quoi un salon Chasse et Pêche? Bien, c'est un rassemblement à Québec qui se déroule depuis plus d'une vingtaine d'années au centre de foire. Ça consiste à avoir la présentation de conférenciers, de manufacturiers, de pourvoyeurs, de la CEPAC, aussi d'autres entreprises qui ont un lien direct avec l'industrie du plein air, de la chasse et de la pêche. C'est un rassemblement très convivial, un partage d'informations, on a beaucoup d'échanges entre passionnés. Puis, ça regroupe aussi des conférences thématiques en fonction de certaines espèces visées, que ce soit à la pêche ou à la chasse. Mais il y a aussi plusieurs nouveautés présentées sur place, comme cette année. Il y avait de l'innovation au niveau des caméras de surveillance, au niveau des armes à feu, aussi au niveau des nouveaux vêtements de chasse, nouveaux vêtements de pêche, nouvelles cannes à pêche. Tout est présenté sur place. C'est un happening. C'est ça, toutes les grandes compagnies sont là pour montrer le nouveau stock. Je vous dirais 90 oui. Puis aussi, les émissions de plein air télévisées, soit RDS, soit TVA Sport, étaient présentes dans la majorité des cas, avec un kiosque. Donc, c'était vraiment plaisant et surtout très convivial. Ça permet aussi de développer une proximité avec la clientèle. Puis en même temps, ça a été le lancement de la nouvelle station de radio dédiée au plein air, Radio Crash, qui a été développée par Aventure Chasse à Pêche. Ici au Québec? Oui, ils ont développé ça, Martin Bourget et sa conjointe, ainsi que plusieurs collaborateurs. Puis ça a été, le lancement a eu lieu, ça a été très populaire là, durant le salon. Puis qu'est-ce que tu as appris cette année? Qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Bien, moi, de mon côté, ce que j'ai remarqué, il y avait plein de belles nouveautés, mais notamment au niveau, exemple, des caméras de surveillance. On avait une nouvelle caméra qui a été présentée sur place qui filme 360 tout le tour, dans le fond d'un arbre. Donc, tu mets la caméra de surveillance et ça a vraiment un capteur qui permet d'aller chercher l'image à 360 degrés, ce qui est très intéressant. OK, mais tu l'installes quand même sur un tronc d'arbre? Oui, c'est juste que tu coupes le dessus de l'arbre pour vraiment être capable de faire une vue panoramique. Et d'un autre côté aussi, beaucoup d'innovations au niveau des cannes à pêche. Exemple, la compagnie Fenwick ont présenté leur nouveau line-up, si vous me permettez l'expression, toute leur gamme complète avec des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes. Aussi, du côté de chez Rapala, on avait des belles nouveautés au niveau du textile. La compagnie Pelagic qui arrive dans l'industrie du plein air, surtout dans les vêtements spécialisés de pêche. Donc, on avait toutes les nouveautés sur place et plein d'autres manufacturiers avaient des présentations pertinentes. C'est là qu'ils prennent toutes ces informations. Ben écoute, on devrait y aller, nous autres aussi, mais c'est accessible. C'est quoi, 3-4 jours? C'est du jeudi au dimanche. C'est un feu roulant d'une journée à l'autre. Exemple, il y a des horaires de conférence. Il y a des kiosques qui sont là du jeudi au dimanche pour présenter leurs nouveautés. Puis le tarif, c'est environ entre 15 et 20 $ le billet, plus le stationnement. Puis, y en a-tu d'autres au Québec ou c'est juste... Ouais. Il y a, à Montréal, habituellement, là, maintenant, c'est rendu à Saint-Hyacinthe. Puis il y a aussi d'autres salons qu'on appelle les salons des pourvoyeurs. Oui, c'est ça que j'avais en tête. Qui sont des salons plus axés sur la vente ou la promotion de voyages de chasse ou de voyages de pêche, de voyages de villégiature.
Fait que la Fédération des pourvoyeurs du Québec, le réseau des EC, la CEPAC déploie beaucoup de kiosques à ce sujet-là. Mais il y a quand même certains manufacturiers qui se présentent avec des magasins ou avec des détaillants dans cet événement-là, mais ça n'a pas la même ampleur qu'à Québec. À Québec, c'est le plus gros de la province. Ah ouais. Des milliers de visiteurs, des fois on parle jusqu'à 30 000 visiteurs qui fréquentent le lieu. C'est vraiment quelque chose à vivre une fois au moins dans une vie, d'aller visiter ça, puis d'aller chercher en même temps des nouvelles tendances, des nouvelles techniques ou des nouveautés à utiliser pour notre activité préférée. Notamment pour la prospection, j'imagine. Oui. Exemple, il y avait des manufacturiers sur place qui présentaient des outils de prospection. Exemple, les compagnies Carte Expert, j'ai déjà parlé dans d'autres chroniques, qu'eux présentaient la plateforme Carte Expert, les outils cartographiques qu'ils ont développés. Il y avait aussi plusieurs manufacturiers de produits d'apportage, des produits attractifs pour attirer le gibier. Il y avait aussi plusieurs manufacturiers de caméras de surveillance. Donc, bref, avec en plus les conférenciers sur place, les chasseurs qui voulaient aller chercher de l'information pour se préparer pour la fonte des neiges, c'était la place adéquate. Je pense, entre autres, exemple, il y a des guides formateurs comme Danny Lavoie, comme Jason Morneau, qu'eux, ils vendent des analyses de cartes, ils font même de l'analyse terrain pour les clients. Bien, c'est dans ces périodes-là qu'on va aller chercher l'information parce qu'ils sont accessibles, ils sont devant nous. Fait qu'on peut aller chercher plus de contenu. Tu peux faire de l'analyse de cartes sans te déplacer sur le territoire. Tu le sais à quelle place tu devrais... Tu sais, exemple de mon côté, non, j'en fais pas pour gagner ma vie, mais par exemple, je suis très à l'aise d'analyser une carte en fonction de certains barèmes, de certaines probabilités de fréquenter le gibier dans certains habitats précis. Exemple, on le sait, l'orignal va chercher une densité forestière beaucoup plus haute dans le but d'avoir des zones d'ombrage, mais aussi avoir de la nourriture en sous-étage. Donc, en sachant un peu les codes forestiers qu'on cherche, en analysant les cartes écoforestières, les cartes satellites Google Maps, puis aller chercher les courbes de niveau, ben, on est capable de faire des corrélations, on est capable d'aller chercher vraiment des patrons d'habitat plus adéquats pour le gibier ciblé. Mais d'emblée, maintenant, nos jours, c'est plus facile qu'avant d'aller chercher cette information. Puis, en produits d'appâtage, ça a-tu évolué beaucoup? As-tu vu des changements majeurs? Pas énormément d'innovation. Peut-être quelques procédés différents. Exemple, au niveau des contenus minéraux, les minéraux seront toujours les mêmes. C'est juste que la manière de la présentation, dans la mise en marché, il y a maintenant des produits peut-être de manière plus solide, de manière plus liquide. Au niveau des arômes, ça n'a pas changé. Je pense pas. Mais par contre, il y a des nouveaux procédés qui deviennent de plus en plus en vogue. Exemple, les salines en hauteur ou, exemple, les poteaux de communication pour les gibiers, exemple, pour l'orignal. Exemple, il y avait un guide formateur qui parlait d'une brosse à orignal qu'on fixe après un arbre. Après ma barre, on peut penser que c'est farfelu, mais tu sais, par contre. Un peu comme un orignal. Les vaches, dans le fond. Hein. Ben, exactement. Les ruminants, les orignaux, ou même à la limite un cerf de Virginie, ça aime souvent se frotter la démangeaison contre les tiques, les insectes. On ne se le cachera pas. Un coin qui est quand même carré, un 90 degrés, vraiment, un animal va tout le temps aller chercher, aller se frotter après un arbre ou après un piquet ou après un poteau. Mais il va se rappeler que c'est là. Ben oui, parce qu'il y a des dépôts d'odeur, il y a des effluves d'odeur. Exemple, il vient à la saline, ça sent l'orignal après un arbre, il va aller se frotter pour aller s'identifier à cette bête-là, aller mettre en même temps son dépôt d'odeur. Puis s'il y a une brosse, ben, il peut peut-être en profiter pour se frotter. Certains diront que c'est farfelu, c'est pas pertinent à utiliser. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais toutefois, je peux dire qu'effectivement, quelqu'un peut l'essayer. Moi, je pense que un orignal peut venir se frotter. De là à dire que ça va changer une stratégie de chasse, non. Non, mais si tu mets une caméra là-dessus, puis tu vois qu'après 3, 4, 5 fois, je pense que tu as ton résultat. Oui, c'est ça. Puis on peut développer aussi des tendances, des corrélations positives face à ça. Mais sinon, d'emblée, ben, ça a été le fun, ce salon-là, pour discuter avec les passionnés. Comment ils voient leur prochaine saison de chasse. Parce qu'on le sait, du côté de l'Estrie, il y a moins de neige. Dans Charlevoix, il y a plus de neige. Fait que les gens ne sont pas avancés de la même manière face aux préparatifs de la saison. Comme exemple, si je veux aller en fin de semaine préparer un territoire, je vais y aller avec un VTT ou avec à chenille ou y aller avec une motoneige. Mais du côté des cantons de l'Est, on peut y aller à pied, on peut y aller en VTT, sur roue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de neige, pratiquement. Donc, c'est ça qui a été quand même bénéfique, c'est de parler avec divers chasseurs qui ont d'autres réalités que la nôtre en région de Charlevoix. Donc, ça nous donne des fois des petites idées comment aborder le terrain ou comment aller chercher de l'information de plus pour avoir plus de succès. Là. Puis j'imagine que, d'un, les conseils sont gratuits, des exposants qui sont là, mais de deux, d'autres passionnés qui donnent envie d'aller les visiter aussi. C'est justement, comme moi, j'ai croisé au moins une cinquantaine de personnes que je connaissais au salon. On se croisait dans les allées. Hey, puis ta saison de chasse, comment ça a été? Comment tu vois ta prochaine saison? Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire cette année?
veut pas, il se fait beaucoup de social là sur place, mais c'est une mine d'or d'informations. Beaucoup de transfert d'informations, c'est ça. C'est ça. Puis il y a aussi les réseaux de contacts. Tu sais, comme exemple, moi, de mon côté, j'ai vu des gens, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. On a pu échanger sur des techniques ou des sorties de chasse qu'eux ont fait dans d'autres provinces, dans d'autres territoires, qui me donnent des idées, peut-être des projets futurs. Fait que, d'emblée, oui, la prospection, on s'enligne dedans, mais le salon m'a permis d'acheter d'autres informations. Et puis, dernière question concernant le salon. C'est-tu autant, mettons, chasse, ça va? Pêche, c'est quoi? Pêche y a-tu à la mouche autant que. Oui, exemple, Bouquet était présent sur place. Il y avait d'autres compagnies de pêche à la mouche qui étaient spécialisées sur place. Il y avait même des possibilités de pratiquer son lancer. Comme dans une allée faite pour ça. Il y avait même aussi des démonstrateurs avec des petits aquariums pour tester des leurres, tester des cannes à lancer léger. Il y en avait vraiment pour tous les goûts au niveau de la pêche. Puis au niveau de la chasse, il y avait des manufacturiers d'armes à feu, d'archerie, de vêtements. Il y avait des lancements aussi d'une nouvelle collection de vêtements de chasse avec la compagnie Sport Chief. Il y avait aussi des lancements avec d'autres marques. Donc, bref, le salon, c'était complet. Fait que tu sois connaisseur ou pas, c'est un happening qui est très intéressant. FX, un gros merci. L'année prochaine, on va aller tourner une émission là-bas, de bord. Ah oui, en direct. Sur le bord de la piscine avec la moucheuse. Exact. Merci, FX. Ça fait plaisir. Merci, FX. Nous sommes rendus au segment des grandes ligues. Et là, Mathieu, ça sent le printemps. Pas dehors, mais dans la Ligue nationale de hockey. Ça sent les séries. Écoute, il reste pratiquement moins de 10 matchs là, pour la plupart des équipes. J'appelle ça le final countdown, enfin. Est-ce que le CH va faire les séries? Non, c'est pas vrai. Ça, je pense que... Ça, on y a répondu au mois de septembre l'année passée. Ce que je trouve intéressant, c'est que autant il y a une semaine ou deux, on avait une course pour, justement, l'accès aux séries, que là, la course dans l'Ouest, ça me semble pas mal terminée. Oui, mais dans l'Est... Dans l'Est, il y a 2 équipes. Puis il y en a qui se sont effondrés. Oui, il y a eu des chutes, mais... Pittsburgh a échappé. Je veux qu'on parle de Washington, qui, moi, je trouvais qu'on avait géré l'équipe comme des bouffons avec Kobe. Oui. T'as échangé en plus Kuznetsov, puis il pointe le bout du nez, puis on a Charlie Lindgren comme goaler numéro 1. En plus, là, on parle de Washington et Détroit. C'est sûr, j'aimerais vraiment voir Détroit en série. Bon, pour les Original Six, là, les 6 équipes originales, mais tu penses quoi? Lequel des deux va faire les séries, selon toi? Moi, je pense que Washington va faire les séries. Il y a l'expérience, puis ils ont le momentum. Ouais. Tu sais, Détroit, c'est un peu boiteux des fois. Je trouve que Washington, depuis un mois, en bon français, sont en feu. Ils sont en feu, mais on a laissé Ovechkin seul, mais il marche. Lui aussi, son momentum, il est comme revenu. Exactement. C'est comme s'il a perdu des éléments. Puis là, finalement, il a trouvé sa place. On dirait qu'il a trouvé où il a arrêté de faire le party, un des deux. Ouais, peut-être qu'il s'est dit, je dois jouer au hockey. Mais quand même assez hallucinant ce qu'on voit présentement. T'sais, on parle depuis le début de la saison, toi et moi, de McDavid, Bédard, qui sont comme les stars du moment, sont forts. Mais quelle saison de Crosby? Quelle saison d'Ovechkin qui sont seuls, là, littéralement. Hedman qui a sorti en 50 buts. C'est quand même assez exceptionnel. Les meilleurs seront toujours les meilleurs. Imagine si Crosby était minimalement entouré. Oui, puis je te dirais la même chose pour Ovechkin, parce qu'on parlerait des records qui s'en viennent, puis il ne ferait pas juste les dépasser, il les écraserait. Il réécrit le livre. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Y a-tu des duels que toi, tu veux voir en série? Tu sais, des qui contre qui pour que ça... Parce que là, de toute façon, je pense qu'on a gâché le tableau des séries. C'est plus 1 contre 8. Ouais, non, ça devient... Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi? Moi, j'aime les rivalités naturelles. Tu sais, Toronto-Boston, par exemple. Ça, c'est sûr qu'on veut le voir. Vraiment. Pas sûr que ça va être bon pour moi, mais... en fait, Boston contre n'importe quelle équipe, je pense que ça risque d'être difficile. Là. Finir ta profondeur au centre pour finir par... Oui, mais regarde, ils sont encore au top, pareil. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir, mais moi, c'est sûr que j'aimerais ça voir, mettons, un Edmonton avec, tu sais, mais là... Calgary ne fait plus rien. Je pensais qu'elle allait peut-être faire les séries, mais je pense qu'ils ne seront pas là de toute façon. Mais Edmonton, est-ce que tu crois que c'est leur année? Écoute... Là, j'aime ça, on se mouille. Là. Il reste 10 matchs, peut arriver n'importe quoi. McDavid peut se fouler la cheville. Moi, j'aimerais une finale dans l'Ouest. Vancouver contre Edmonton. 100% canadienne. Ça, j'aimerais ça dans l'Ouest. C'est possible. Mais je pense que de plus... Moi, je pourrais dire ça. Je pensais que les Canucks iraient loin. Mais depuis Lindholm, ça va moins bien. Je me demande si Edmonton n'est pas en train de rattraper Vancouver. Puis, ça prend pas grand-chose dans les échanges pour briser une chimie. Non. Puis, je crois beaucoup au momentum.
une équipe qui arrive avec du momentum dans les séries, je pense que ça peut influencer vraiment entièrement d'accord. Ce qui arrive avec Washington actuellement, ce qui arrive avec Edmonton, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, ils sont sur un long momentum. Ils vont être dangereux. Si leur gardien si Skinner fait des arrêts qui demeurent efficaces, je pense qu'ils peuvent être dangereux. Même tu Vegas, Edmonton, je pense. Ah, écoute, ça serait... Ça pourrait être le fun. Puis un petit Toronto, Boston, l'autre bord, je pense que là, on en a pour jusqu'en juin. Ben, écoute, oui. Écoute, on va parler d'une... eux ne sont pas en série. On le sait depuis maintenant 4 mois. Le Canadien de Montréal, je veux qu'on revienne un peu sur ce qui est arrivé avec l'entraîneur. Puis, je veux pas qu'on parle de Saint-Louis et de la famille parce que c'est parfait ce qui arrive. Puis bravo à l'organisation. C'est correct, là. C'est la moindre des choses. Ouais, exactement. Mais est-ce que tu penses d'un qui va revenir? Ah, ça, certainement. Là. Est-ce que tu penses qu'on va savoir pourquoi? Tu sais, je pense que le mot court, on sait pas mal pourquoi. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il va revenir l'année prochaine? Moi, je pense qu'il risque de revenir cette année. Il va revenir finir la saison. C'est mon opinion très personnelle. C'est ça qu'on fait, nous autres. On tire de l'opinion. On n'a pas de secret. Non, là. On n'est pas plugué avec Renaud Lavoie. Là. C'est bien correct de même. Mais, tu sais, dans le sens que, oui, mais on l'assume. Mais, tu sais, est-ce que tu penses que toi, c'est pas la goutte qui fait déborder le vase, dans le sens que, tu sais... Est-ce que ça peut changer quelque chose? Je pense pas que ça change quoi au résultat, mais je pense qu'il y a pas, on va dire, l'esprit d'équipe de finir la saison ensemble, de commencer une saison ensemble, ça peut être important. Ceci dit, les joueurs se sont vraiment rangés derrière Martin Saint-Louis. L'organisation a fait la même chose. Et tant mieux. Oui, puis entre toi et moi, c'est la moindre des choses. C'est juste normal. Là, ton coach a des difficultés. Ben, on va être là on va t'appuyer. Là. Parce qu'il a fait des bonnes choses. Il en a fait des moins bonnes, mais lui aussi, il commence. Je veux dire, je trouve qu'il y a un parallèle à faire. Il va faire des erreurs. Le problème, c'est s'il fait 2 fois les mêmes. En tout cas, je pense que comme entraîneur, c'est amélioré. Puis c'est ce qui est important. Mathieu, on en parle de soucis depuis plusieurs mois, mais j'ai pas le choix de te le poser. Avoir Primo joué encore le dernier match, je veux dire, ça sentait le caoutchouc. Là. Est-ce que tu penses que le Canadien aurait été meilleur si on avait échangé avant un des 3 goalers? Je veux pas dire que c'est un sauveur. On ne le saura jamais. On le saura jamais. Que ça aurait aidé? En même temps, les 3 connaissent une très bonne saison. Allen, il va très bien. Ça n'a peut-être pas nuit, Primo. Ça n'a peut-être pas lui à Primo non plus. C'est ça qu'il faut se dire. Non. On le saura. En fait, on peut en parler, on peut en radoter, mais au bout du compte, il y a comme récupérer un choix de 3e ronde, on va dire. Oui, mais tu sais, moi, je te parle dans le moment pour le présent. Développement, oui, probablement qu'il aurait joué plus, mais il aurait-tu... est-ce que ça serait fait? Est-ce que ça serait brûlé? Est-ce qu'il aurait eu manger des dégelés encore? Un jeune de même? Ben, je pense que oui. Tu sais, je veux dire, c'est ton diamant brut depuis 5 ans. Utilise-les. Ben écoute, l'année passée, il se faisait, bon français, défoncer en avant du filet constamment. Puis il n'a pas progressé à cause de ça. Là, cette année, il progresse. Il est meilleur. Quand il y a une contre-performance, il revient avec une bonne performance. Mais ça, il est on ne pouvait pas le voir, ça. Ben, c'est ça, il n'y avait pas 2 matchs rapprochés. C'était ça qui était difficile. En tout cas, j'ai hâte de voir. Puis oui, c'était pas idéal, mais au total tout, on le saura jamais. Puis j'ai le goût de te dire que ça se peut qu'il l'aille, le 2e choix finalement, parce qu'Allen, avec écoute, ça va très bien. New Jersey, il fait des arrêts incroyables. Ben là, je pense que devant lui, il y a une meilleure équipe aussi. Il ne faut pas oublier ça. Je pense que oui. Tu sais, les Canadiens, là, oui, des fois, on se dit, ouais, ils ont battu telle équipe, il manquait tel joueur. Ouais, c'est parce que le Canadien n'a pas son 2e centre. Tu sais, actuellement, le Canadien, c'est une équipe d'un trio. Oublie pas ça. C'est clair. Les trios 2, 3, 4, là, la production, c'est... tire-les d'un chapeau et refaisant 3. Anecdotique. Tu sais, c'est vraiment, tu as 3 joueurs qui produisent. Tu as Dana, des fois, qui vont... Tu sais, New Hook, des fois, qui va être capable de marquer un but, mais lui aussi, il n'y a pas de trio régulier non plus. Donc, c'est difficile pour un gardien d'être toujours appuyé. Puis, tu sais, on le voit, le Canadien est excellent pour perdre ses avances. Mais comme diraient tous les fans, l'année prochaine. Écoute, l'année prochaine. Mathieu, on va parler maintenant de la Ligue féminine de hockey. Parce que là aussi, Montréal, ça descend. Oui, c'est parti en feu, mais... Ils vont faire les séries, c'est quasi sûr, parce que les 2 dernières équipes, il y a vraiment un écart. Vraiment loin, oui. 3e position pour Montréal. Première, il y a quoi, 2 semaines à peu près? On parle de momentum. Je pense que là, ils sont en train de le perdre. Ils sont en train de le perdre. Bien, il faut dire aussi qu'ils ont perdu la capitaine. Tu sais, Poulin est blessé. Je pense que c'est difficile. On a fait l'équipe avec elle. Bien, c'est ça. Puis c'est une équipe qui est bâtie sur l'attaque puis une bonne gardienne. Mais encore là, ça me fait mal de dire ça, mais l'autre gardien de but que j'avais aucune idée c'était qui avant, Chuli. Oui, elle performe bien.
plus qu'Anne-Renée. Je pense que c'est 9,58. Anne-Renée, 9,19. C'est sûr qu'Anne-Renée a des matchs plus difficiles. J'y ai pensé à ça aussi. Mais en même temps, Anne-Renée, c'est ton numéro 1. Fait elle ne fait pas des miracles, c'est ça. Est-ce que la défensive joue mieux quand c'est Julie qui est là? Peut-être aussi. Tu sais, des fois... Tu le sais, là, on joue dans des ligues professionnelles. Oui, on va dire ça c'est comme tout ça. le temps ça. Ça joue tellement. Tu sais, elle va tout tellement corriger nos ouvert, erreurs. C'est le meilleur gardien. Puis tu joues lousse. Tu dis, on en donne un, mais je vais aller en marquer 2. Ouais. Mais là, le problème, c'est que quand tu as cette attitude-là, si tu n'as pas ta meilleure compteur, tu peux pas faire ça. C'est difficile d'aller en marquer 2. Est-ce que tu penses que parce que là, on ne choisit plus en 3e place qui on affronte? Non, c'est ça. Tu subis le choix, mon français. J'ai hâte de voir, si c'est Toronto qui finit premier, je peux te garantir qu'ils vont choisir Montréal. Ils sont incapables de mais Toronto. Ça va dépendre. Est-ce que le Centre Bell va être disponible? Puis là, on va être... Tu sais ce que c'est, Toronto. Tu leur crées dessus, puis ils perdent. Voilà. C'est ça. C'est une équipe qui très seulement coule sous la pression. Ils sont toutes pareilles. Mathieu, je veux qu'on termine en parlant de football parce que c'était les joueurs autonomes. Ça bouge énormément. Intéressant. Il y a beaucoup de carrières qui ont changé d'équipe, puis des corps importants, on va dire. Moi, ce que j'aime, là, énormément, c'est quand un corps arrière dit « On restructure mon contrat pour libérer de l'argent pour m'entourer. » Tu fais référence à Patrick Mahomes? Oui, c'est pas le seul qui le fait, c'est pas le seul qui va le faire, mais tu vois que lui, là, il veut pas juste dire « J'ai gagné 3 bagues. » Là. Je vais en gagner 4, 5, 6. Il dit, moi, j'en veux 3 en ligne. Il veut être la première équipe à faire 3 en ligne. Ouais. Il a restructuré son contrat. Ils ont signé Chris Jones, qui était le meilleur, un des meilleurs plaqueurs, sinon le meilleur plaqueur défensif de la NFL. Ils ont fait, c'est eux qui ressortent du lot. Il a été essentiel. C'était le joueur le plus constant dernière saison pour les Chiefs. Je pense que Mahomes, il démontre. Il veut gagner, il le démontre aussi. Oui, puis ça donne l'exemple aux autres parce que je suis sûr qu'il y a d'autres joueurs qui vont dans le bureau. Excuse, moi aussi, je restructure, là, on veut rester ensemble puis on veut gagner ensemble. En tout cas, ça sera à surveiller. Puis je veux te parler en terminant de la décision qui est parue aujourd'hui, peu importe, c'est le changement de règlement pour le plaquage aux hanches. Oui, les joueurs qui se laissent traîner à bon français. Oui, c'est ça. En fait, qui plaquer pour blesser. Qui tournait, c'est ça. Le but, c'est de plaquer le joueur, c'est pas de le disloquer en deux. Là. Ils ont sorti les statistiques. On parle de 230 fois qu'il y a eu ce plaqué-là. Pour 15 blessés. C'est quand même beaucoup. Et 15 blessés à long terme. C'est pas juste des petites blessures. Non, c'est ça, c'est beaucoup. Là. Mais ma question, on a de la misère à arbitrer au football. Puis pas juste ça. Là. Ça se passe tellement vite. Tu sais, penses-tu que ça va donner quelque chose? Parce que c'est sévère comme pénalité. Il faut que ça donne quelque chose. Puis le défi, ça va être, est-ce que les entraîneurs vont tout le temps, en bon français, challenger? Au début de saison, ça va être quelque chose. Pour contester la décision. Oui, il y a accroché. Il va y avoir une période, je pense, d'ajustement. Ils vont appliquer le règlement dès cette saison ou ils vont donner encore un an d'ici pour l'appliquer l'année prochaine. C'est quelque chose qui peut être quelqu'un qui accroche plus haut, glisse parce que l'autre, il court. Il y a des choses qui ne contrôlent pas non plus. La question du point d'impact, ça a toujours été un enjeu NFL. Quand le point d'impact est à la tête, là, il y a une pénalité. Mais là, si le point d'impact est en bas de la hanche... Puis... il ne te reste plus grand-chose là, d'un jeu qui va... très vite. Il ne faut pas que tu oublies que c'est un sport de contact. Oui. Tu sais, des fois, moi, je pense aux pauvres demi-défensifs. Écoute, comment ils vont faire? Des fois, ils arrivent dans la zone de pénalité, à peine s'ils frôlent, des fois, ils se font... des fois, c'est violent, puis il n'y a rien. Fait que, il n'y a pas d'égalité. C'est toujours une question de constance. C'est un peu ça, notre le défi. Il devrait être constant comme nous autres. Oui, je le sais, Matt, mais c'est pas donné à tout le monde. Non. Hey, merci beaucoup, Phil. Bon même. À bientôt, nous, on se redonne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre vestiaire et on va parler des séries. Ça va pas. Bye tout le monde.